Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de l'audiovisuel public, Françoise Nyssen annonce des rapprochements entre France Bleu et France 3, la fin de la diffusion en hertzien de France 4 et une offre numérique pour France O. Mais les chantiers sensibles de la gouvernance et de la redevance devront attendre. Analyse dans cette édition. LREM prépare les municipales. Le jeune parti présidentiel en mal d'ancrage territorial est prêt à soutenir des candidats LR pour remporter des municipalités. Christophe Castaner l'a confirmé ce matin sur notre antenne. Vous l'entendrez dans un instant. Après le recul du gouvernement sur le glyphosate, voilà un vote qui interroge. Les députés ont décidé que seuls 10% des logements neufs devraient être accessibles aux handicapés contre 100 actuellement. Certains voient dans cette décision le poids des lobbies du BTP. Alors quel rôle pour ces groupes de pression dans le travail du Parlement? Les lobbies font-ils la loi? C'est le thème de notre débat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le centre-ville de Morlaix a été inondé hier soir à la suite de violents orages. Les images sont impressionnantes. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 40 minutes. Les quais sont inondés et beaucoup de commerçants sont concernés par ces inondations. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère. Bonjour monsieur le sénateur. Alors après une accalmie, un nouvel épisode de pluie et d'orage est attendu aujourd'hui. Quelle est la situation actuellement sur place? Actuellement, il pleut toujours, mais disons qu'il n'y a pas d'inquiétude d'un regain de tempête qui générerait les mêmes désastres que ce qu'on a pu subir hier soir. Oui, vous parlez de désastres. Quels sont les dégâts? Qu'attendez-vous justement des pouvoirs publics? Les dégâts sont très importants en centre-ville, puisqu'il y a des dégâts chez les commerçants, chez les artisans, chez l'habitant, des gens qui sont en rez-de-chaussée, puisque à certains endroits, la boue et l'eau peuvent monter jusqu'à 1 mètre de hauteur, 1,50 m de hauteur. Donc on imagine bien que c'est des dégâts immédiats, mais aussi dans le temps, parce que l'eau s'imprègne dans les murs, dans le bois, etc. Donc vraiment beaucoup de dégâts. Oui, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, on imagine. Comment s'organisent les commerçants? Écoutez, il y a beaucoup de solidarité qui s'est organisée dès hier soir après cette chute brutale, parce que les inondations à Morlaix, quelquefois, on peut les anticiper parce que on est dans une phase de pluie et on imagine qu'il peut y avoir un moment donné d'inondation, mais là, c'était pas du tout prévisible, c'était extrêmement soudain, extrêmement brutal. Et on a eu en une demi-heure l'équivalent d'un mois de pluie, donc c'est très important. Donc les solidarités avec les services municipaux, avec les communes environnantes, avec des bénévoles, avec les pompiers, avec la Croix-Rouge, enfin tous ces gens-là sont venus donner le coup de main, ce qui fait que ce matin vers 10h30, 11h, on commençait à pouvoir circuler tout à fait tranquillement dans la ville de Morlaix, mais ça reste quand même en vigilance, parce que la météo nous dit toujours d'être extrêmement prudent. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Fichet d'avoir été en ligne en direct sur notre antenne. La République En Marche a déjà un œil sur les municipales de 2020. Le jeune parti présidentiel devra faire face à un défi de taille, conquérir plusieurs grandes villes pour asseoir son ancrage territorial. Pour cela, pas d'autre choix que celui du soutien à certains candidats LR. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner, délégué général d'En Marche, sur notre plateau ce matin. Jérôme Rabier. Après avoir remporté la présidentielle et les législatives, la République En Marche rêve de s'imposer lors des élections municipales. Mais faute de disposer d'ancrage local suffisant, le parti pourrait soutenir des candidats venant d'autres horizons. Il y a des endroits où vous avez des maires élus avec une étiquette du Parti Socialiste, avec une étiquette DLR, qui ont fait un super boulot. Ça peut être le cas partout. Je n'exclus rien. Et je l'ai dit à tous les marcheurs, vous faites d'abord un diagnostic de situation. Vous allez à la rencontre des habitants, vous sentez la perception. Est-ce que ce maire joue le jeu de la démocratie? Est-ce que ce maire a transformé sa ville? Si c'est le cas, je me fiche de savoir s'il a été un jour républicain ou pas.
Un appel du pied qui pourrait séduire des maires, notamment issus des Républicains et ne partageant pas la ligne de Laurent Wauquiez. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est notamment cité. Mais au siège des LR, on dénonce une vieille manœuvre politicienne. Pour répondre effectivement à cet appel du pied, ou prétendu appel du pied de M. Castaner, dont la ficelle me semble un peu grosse, les choses sont très claires. L'inverse de ce que dit M. Castaner n'est pas vrai. Il y aura les Républicains investiront partout des candidats. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Tout le reste n'est que littérature. Après la vague bleue des municipales en 2014, la droite jouera gros sur ces élections. Et certains maires craignant pour leur réélection pourraient être tentés. Mais il faudra un engagement sur la durée, prévient le délégué général de La République En Marche. Je proposerai un socle de valeurs communes, un engagement commun. Je demanderai à des marcheurs de l'accompagner si le maire le souhaite et je pourrai parfaitement soutenir, le jeu étant La République En Marche, soutenir un maire quelle que soit l'origine de son engagement. Après avoir dynamité la politique nationale, le jeune parti présidentiel voudra s'implanter dans la durée dans les territoires et faire encore bouger les lignes politiques traditionnelles. Et on prend la direction de la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek pour une première réaction. À vos côtés, le sénateur LR de Paris, Philippe Dominati. Absolument. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Christophe Castaner, qui En Marche, qui pourra soutenir des maires LR, c'est ce qu'a annoncé donc le patron de La République En Marche, Christophe Castaner. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous saluez cette main tendue ? Écoutez, c'est peut-être faire preuve de pragmatisme. Il a dit qu'il soutiendrait des bons candidats. Eh ben, c'est du pragmatisme et c'est normal qu'on fasse alliance avec les bons candidats. Je connais peu de gens qui ne veulent pas faire de bonnes alliances et donc c'est intelligent de leur part. Est-ce que c'est une stratégie pour siphonner la droite ? Non, il n'y a pas à siphonner la droite ou à siphonner qui que ce soit. Il y a un électorat. Il y a des électeurs qui reconnaissent certaines valeurs, et certaines valeurs défendues parfois par des élus de droite. Et il y a une volonté de rapprochement. Si c'est dans cette forme-là que vous me posez la question, oui, il y a une volonté de rapprochement avec des valeurs de droite. Alors, ce qu'a répondu Geoffroy Didet, un des porte-parole des Républicains, les Républicains investiront partout des candidats sous l'étiquette du parti. Oui, mais ça, c'est un langage de parti. Ça ne correspond plus à la situation politique actuelle. Ça, ce sont encore les vieux réflexes, vous comprenez ? Les maires, bien souvent, et ça va se vérifier aux prochaines municipales, vont gommer leur étiquette de parti. Vous croyez que Gaudin, à Marseille, jusqu'à présent, il s'est fait élire parce qu'il était le représentant d'un parti ? Non, il s'est fait élire parce qu'il était Jean-Claude Gaudin. Et ça sera le cas à Reims, ça sera le cas dans beaucoup de municipalités. Les partis ont failli. Et donc, effectivement, le langage des hommes de parti importe peu dans les municipales. Philippe Dominati, vous êtes élu de Paris, élu parisien. Oui. LR pourrait ne pas présenter de candidat face au candidat En Marche pour la mairie ? Alors, je ne sais pas, moi je ne m'occupe pas de LR, je m'occupe de la droite parisienne. C'est clair. Ce qui va se passer à Paris pour les municipales est capital. Ce qui va se passer à Paris est capital en positionnement pour le reste de la France. À Paris, la formation du président de la République peut nous permettre de battre Madame Hidalgo. Si le meilleur candidat est dans ses rangs, tant mieux. Moi, je prendrai la meilleure solution pour faire en sorte qu'il y ait une alternance à la mairie de Paris, parce que ce qui se passe actuellement à Paris est néfaste pour les Parisiens, est néfaste pour la ville et donc néfaste pour la France. Donc il y a un besoin d'alternance à la mairie de Paris et je pense qu'une grande partie de la droite souhaitera la solution la plus efficace pour faire cette alternance. Pour être très clair, Philippe Dominati, vous appelez désormais les Républicains ne pas présenter de candidat face à En Marche à Paris. Non, pas du si tout. le candidat En Marche est mieux placé. Les Républicains peuvent avoir un candidat, ils peuvent avoir peut-être même un meilleur candidat et peut-être que ça sera aux macronistes de soutenir le candidat républicain. Je dis il faut choisir les meilleurs candidats pour qu'il y ait une solution d'alternance à Paris. Mais il ne faut pas fermer la porte, ni d'un côté, ni de l'autre. Et lorsque quelqu'un ouvre la porte, c'est une bonne chose. Et il faudrait, et j'espère que il y aura une solution intelligente des deux côtés. Pour parler différemment, si le candidat En Marche est mieux placé, les Républicains pourraient se désister ? Il appartiendra aux Républicains d'avoir la formule la plus intelligente, mais ça me semble naturel. Ce qu'il faut, c'est effectivement proposer une autre solution aux Parisiens. Et cette solution, elle peut venir du Parti républicain, comme elle peut venir du candidat du président de la République. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Dominati d'avoir répondu à la question. Merci.
Merci à vous, Saveria. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, visé par une plainte. Le parquet national financier a ouvert une enquête suite à la plainte d'Anticor pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. En cause, les liens étroits entre Alexis Kohler et l'armateur MSC. Des soupçons totalement infondés pour l'Élysée. On en sait désormais un peu plus sur la réforme de l'audiovisuel public. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, en a dévoilé les grandes lignes ce matin. France 4 ne sera plus diffusée en hertzien. France 3 devra tripler son offre de programmes régionaux. Quant au financement et à la gouvernance, sujet hautement sensible, il faudra attendre 2019. Clément Perrault. Mettre le paquet sur le numérique, c'est la priorité de Françoise Nyssen pour réformer l'audiovisuel public. La ministre de la Culture demande 150 millions d'euros d'investissement supplémentaires dans le numérique d'ici 2022. La présence de notre audiovisuel public sur les réseaux sociaux doit être au cœur des entreprises. Nous allons bâtir un champion industriel du numérique pour reconquérir le jeune public. 3 nouvelles plateformes en ligne sont déjà dans les tuyaux. Une première sera lancée mercredi avec pour mission de décrypter les fausses nouvelles dites fake news. Une autre, dédiée à la culture, verra le jour à la fin du mois. La troisième s'adressera aux 15-30 ans, la cible prioritaire de cette réforme. Autre axe majeur défendu par la ministre, le développement de l'offre de proximité. Elle veut 3 fois plus de contenus régionaux sur France 3. Elle souhaite également une coopération étroite entre la chaîne et le réseau radio de France Bleu. Nous construirons avec Radio France et France Bleu et avec toutes les équipes des 2 réseaux des médias globaux des territoires. Il nous faut repenser et coordonner la répartition de nos moyens sur le territoire pour la mettre davantage en regard des bassins de vie de nos concitoyens. Reste le dossier épineux des économies. L'audiovisuel public est composé de 6 groupes qui rassemblent au total 17 000 salariés. 250 à 500 millions d'euros d'économies sont évoqués d'ici 2022, principalement à France Télévisions. Mais sur ce sujet ultra sensible, la ministre est restée très évasive. Il y a des marges de manœuvre, nous le savons. Et la mutation des sociétés passe aussi par une profonde transformation de leur organisation et de leur mode de management. Et les dirigeants organiseront sans tarder la concertation pour préparer ces transformations internes. Seule mesure concrète d'économie annoncée aujourd'hui, la chaîne France 4 va disparaître de la TNT, libérant ainsi le canal 14. L'avenir de la chaîne François sera lui discuté dans les prochains mois. La direction de la salle des conférences pour une réaction à cette réforme de l'audiovisuel public. À vos côtés, Saveria Rogex et le sénateur socialiste du Val d'Oise, Rachid Temal. Absolument. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de le voir, le gouvernement qui a donc dévoilé les grandes lignes de cette réforme de l'audiovisuel. Ce matin, France 4 qui disparaît de la TNT, France 3 qui doit tripler ses programmes régionaux. C'est des pistes satisfaisantes, intéressantes pour vous? Il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Alors, c'est important parce qu'effectivement, on supprime une chaîne. Et donc, moi, je soutiens... Attention, elle n'est pas supprimée, elle va continuer à exister, mais différemment. Oui, mais elle est plus sur le canal hertzien. De fait, elle n'est plus sur les chaînes que regardent les Françaises et les Français. Donc c'est une réalité et je crois que le personnel de France 4 ne vit pas très très bien. Mais à côté de ça, la question du financement de la télé, reportée à 2019. La question des économies demandées au réseau, 2019. La question de la gouvernance, 2019. La question de François, on verra plus tard. Oui, encore une fois, je crois que ce gouvernement comprend qu'à un moment donné, trop d'annonces non préparées qui n'ont pas beaucoup de sources. Rien sur les GAFA. Aujourd'hui, on aurait pu entendre la ministre nous dire que pour le financement de la télé publique, les opérateurs GAFA qui utilisent des contenus peuvent être également mis à contribution. Rien non plus. Donc en fait, moi je soutiens François, je souhaite le maintien de François parce que je considère que c'est une chaîne qui correspond à une réalité et qui est nécessaire. Je souhaite que France 4 puisse continuer à émettre. Pour le reste, nous serons extrêmement vigilants. Est-ce que pour vous, il y avait urgence à réformer l'audiovisuel public français? Je crois que le président de la République aurait aimé pouvoir désigner lui-même le ou la patronne de l'ensemble. Alors je ne parle pas de la gouvernance, je parle de cette réforme qui est annoncée sauf que moi, je dans voudrais son, voir pourquoi dans elle son aurait ensemble. voulu. Je ne crois pas qu'il y ait de priorité aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une nécessité, si ce n'est, encore une fois, moi, qu'il y ait un débat sur
à quoi sert la télé, la radio, qui est des synergies, tout ça peut être débattu. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de débat de fond dans cette affaire-là. Justement, la gouvernance, donc vous venez de l'évoquer, aucune annonce précise sur la gouvernance. Est-ce que pour vous, il faut un patron unique de tout l'audiovisuel public français? Non, mais c'est à chaque fois la même chose avec ce gouvernement-là. D'abord, on dit que tout va mal, on fait des annonces, puis après, on voit comment on en sort. Moi, je pense que d'abord et avant tout, il faut qu'il y ait un débat sur c'est quoi le service public de la télé, de la radio, et aussi sur le numérique aujourd'hui en France. Qu'il y ait plus de décrochage journaux, c'est une bonne chose. Mais avec quels moyens? Pourquoi? Avec quelle nécessité? Donc, vous voyez, il y a tout un travail de la stratégie d'abord qu'il faut arrêter. Et en fonction de ça, quels sont les moyens qu'on donne? Parce que là, aujourd'hui, on demande aux services publics de faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'argent. Justement, sur les questions budgétaires, pas d'annonce, où elles sont reportées à plus tard, rien sur les économies. Et sur la redevance, Françoise Nyssen a parlé de révision de la redevance. Ce qui ne veut rien dire. Alors j'ai bien compris que la novlangue macroniste, c'est on a des concepts qui ne veulent rien dire. Je le dis, il faut avoir ce débat-là sur son financement. Et je pense que la question des GAFA, qui utilisent encore une fois les contenus de la télé publique, doit être intégrée dans le dispositif. Vous auriez aimé plus de propositions concrètes? J'aurais aimé plus de concertation en amont. Faire en sorte que les acteurs de la télé, les citoyens, les chambres soient associés. C'est déjà le cas. Le Sénat, notamment, a justement beaucoup travaillé sur cette question. Oui, mais ouais, il a travaillé. Le gouvernement ne lui a pas demandé son avis. Le gouvernement a travaillé de son côté. Moi, je souhaite qu'il y ait cette coordination, cette cohérence, ce débat. Très bien. Merci beaucoup. Merci Rachid Temal d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous, Saint-Vérien, pour cette nouvelle réaction. Ils ne sont que 18 sites à avoir été retenus pour bénéficier du loto du patrimoine. Jugé prioritaire car en péril, c'est le cas de la Villa Viardot à Bougival, dans les Yvelines. Rendez-vous incontournable des intellectuels du 19e siècle. L'ancienne demeure de la cantatrice Pauline Viardot a depuis été laissée à l'abandon. Reportage de Fabien Riquer. C'est un écrin de verdure niché sur les bords de la Seine. La Villa Viardot, construite en 1838, est en état de délabrement avancé. Malheureusement, cette divine terrasse qui donne sur ce paysage absolument somptueux, elle est aujourd'hui dans un état catastrophique, puisqu'on a dû mettre des piliers en bois pour soutenir la frise. Les façades, elles sont toutes fissurées. Dans les corniches, il y avait donc des vases qui ont disparu. Le baryton Georges Chaminet est un amoureux de la Villa Viardot, du nom de la chanteuse lyrique Pauline Viardot, qui vécut ici avec son ami et amant, l'écrivain russe Ivan Tourgueniev. Son projet, installer ici un centre européen de la musique. Il y a 18 ans, quand je suis arrivé dans cette maison pour la première fois, je me suis dit c'est pas possible. On ne peut pas laisser cette maison dans cet état. Et donc j'ai investi cette maison avec l'âme qui est la sienne, ça veut dire la musique. Mais la villa est menacée, 3 millions d'euros sont nécessaires pour la remettre en état. Pour la mairie de Bougival, le financement du loto du patrimoine arrive à point nommé. C'est une manne providentielle au sens où ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout des travaux. Nous avions trouvé une solution pour pouvoir faire les travaux à minima, mais bien sûr quand on quand on regarde ce lieu, on se rend compte à quel point ce serait dommage de ne faire que des travaux qui vont permettre de la sauver, mais pas nécessairement de pouvoir l'utiliser. La ville de Bougival espère obtenir un financement d'au moins 1,7 million d'euros afin de lancer les premiers appels d'offres courant 2019. Le reste proviendra en partie de financements privés. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Benamou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, auteur du livre Économie du patrimoine culturel. Bienvenue à vous. J'accueille également Alain Schmitz. Vous êtes le sénateur Les Républicains des Yvelines, membre de la commission de la culture ici au Sénat. Sébastien Eugène est également avec nous. Bonjour, vous êtes le maire de Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. L'Hôtel Dieu de Château-Thierry a été retenu justement pour bénéficier de ce loto du patrimoine. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, une réaction peut-être avec vous, Alain Schmitz, puisqu'on voit aussi le cas précis de la Villa Viardot. Comment avez-vous réagi quand vous avez su qu'elle était retenue pour bénéficier de ce jeu qui va permettre de restaurer notre patrimoine ?
Avec infiniment de plaisir, bien sûr, et à double titre. D'une part, parce qu'Yvelinois et sénateur des Yvelines, j'ai été heureux de voir cette maison que je connais bien sélectionnée parmi les 13 projets les plus emblématiques en France métropolitaine. Et puis, culturellement, historiquement, ça me semble très important parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Pauline Viardot a en effet, aux côtés de Tourguenieff, reçu toute l'élite intellectuelle, musicale du 19e siècle. C'est un lieu géographiquement parlant, idéalement situé sur les coteaux de Seine, en pleine vallée impressionniste, et à 2 pas également du château de Monte Cristo et du château d'If, bien connu de tous les amoureux des romans. Et donc, voilà, je suis particulièrement heureux. C'est en plus un dossier, comme vous l'avez montré à nos spectateurs, qui était abandonné depuis fort longtemps. Et indéniablement, cette opération Loto du patrimoine, nous aurons l'occasion d'en reparler, a braqué les projecteurs sur cette maison et va permettre enfin à cette maison de sortir des limbes dans lesquelles elle si vous voulez bien, Alain Schmitz, alors qu'on accueille Alexandre Gady. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne et président de l'association Sites et Monuments. Ce mécénat populaire, finalement, pour sauver le patrimoine, d'où vient cette idée? On sait que ça existe déjà dans notre pays de l'Union européenne. Oui, et ça existait en France en réalité depuis assez longtemps. C'était une demande récurrente de la société civile et d'une partie des associations de défense du patrimoine. Ça a été porté même politiquement assez longtemps, notamment par François de Mazières, le maire de Versailles. Et l'idée, c'était évidemment dans un moment où on finit par intégrer le discours économique sur la dette et sur la difficulté de trouver de l'argent, de trouver une alternative au financement public à 100%. Alors, il y a des réticences philosophiques, notamment... au ministère, plusieurs personnes ont pensé qu'effectivement c'était dommage de laisser Pourquoi un peu... ces réticences, d'où viennent-elles ? Au fond, c'était l'idée de dire le patrimoine c'est régalien, c'est donc une mission de l'État, et là on bascule dans le jeu de hasard, etc. Moi je ne crois pas du tout à ça, je crois que ça permet une mobilisation populaire, et on en a vraiment besoin à ce moment précis de l'état du patrimoine français. Et donc c'est une magnifique opportunité qui a été offerte grâce à la personnalité médiatique de Stéphane Bern. Oui, justement, cette personnalité, ce choix, c'est aussi un petit peu contesté au sein du ministère de la Culture. Ça s'avère finalement un bon choix, selon vous, Françoise Benamou ? Écoutez, c'est pas la personnalité de Stéphane Bern qui pourrait être en cause, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est capable de promouvoir le patrimoine et avec tout le côté extrêmement sympathique et à la fois cultivé qu'il a, ça ne peut être qu'une bonne chose. La question, c'est de savoir ensuite quels sont l'ensemble des financements qui vont au patrimoine, et est-ce qu'avec ce loto, qui, comme vous l'avez dit, est une idée très ancienne, bien plus ancienne, elle date du XVIIIe siècle, et qui a été mise en œuvre en Italie, en Allemagne, en Angleterre, mais sous des modalités différentes. Est-ce qu'on boucle la question, ou est-ce qu'on répond un petit peu à la question du financement du patrimoine, qui est une question extrêmement lourde? Ouais, ça ne sera pas suffisant. C'est le cas, en fait, pour l'Hôtel-Dieu. On va voir un petit peu les sites qui ont été retenus. Sébastien, Eugène, alors je précise que l'Hôtel-Dieu appartient à la communauté de communes de la région de Château-Thierry, mais vous avez évalué les besoins de financement à combien, par exemple, pour restaurer cette œuvre, ce patrimoine? Alors les besoins estimés par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, en lien avec la ville de Château-Thierry, qui avait participé fin 2016 à l'acquisition de ce bâtiment auprès du centre hospitalier, on estime à peu près 8 millions d'euros le besoin en financement pour financer à la fois la restauration du bâti, la couverture, et puis également renouveler la muséographie pour en faire un véritable musée de l'histoire nationale hospitalière de notre pays. Et naturellement, ce loto donne à la fois des fonds pour cette rénovation, mais également énormément de visibilité à la ville de Château-Thierry, mais bien au-delà, à ce patrimoine qui est encore bien vivant dans le cœur des castels théodoriciens. Alain Schmitz, c'est vrai que ça va rapporter 15 à 20 millions d'euros quand on voit par exemple ses besoins de financement. 8 millions, c'est vrai qu'on est loin du compte. C'est aussi l'idée de mettre un coup de projecteur sur ces sites qui ont été retenus? Bien sûr, c'est essentiel, et ne pas oublier d'ailleurs qu'à travers cette opération confiée à la mission Bern, la Fondation du patrimoine, dont je suis le délégué régional pour l'Île-de-France, a œuvré pour traiter quelques 2000 dossiers qui sont remontés à travers nos 570 bénévoles, tant en France métropolitaine qu'en Outre-mer. Et ensuite, il a fallu faire ce travail extrêmement difficile avec la DRAC, avec les services du ministère de la Culture, de sélection. Donc, quelques 251 dossiers ont été sélectionnés. Dans ces 251, 18 ont été promus, j'allais dire, lauréats, mais on n'oubliera pas, bien entendu, les autres, c'est-à-dire les 238 autres, qui bénéficieront, je l'espère, non seulement du loto, mais également de l'opération de grattage
pourcentage qui va s'échelonner tout au long du mois. Et puis je voudrais juste insister sur un point qui me semble essentiel, puisque ça a été rappelé par le président de la République lors de du lancement de cette opération, c'est la pérennité de cette opération. Ça me semble très important parce que ça n'est pas, j'allais dire, un coup, une tentative, un coup de pub entre guillemets, mais c'est quelque chose qui va devenir quand même que nous retrouverons dans le paysage patrimonial français. Oui. Alexandre Gady, c'est aussi un choix politique quand on a choisi ces 18 sites, parce qu'on voit, c'est assez varié, il y a aussi des usines qui sont concernées. Oui, il y a 2 points. Alors, je voudrais revenir sur un point important qui a été signalé tout à l'heure par ma voisine, c'est l'histoire du loto qui remonte au XVIIIe siècle, la loterie, comme on disait. À la réserve qu'au XVIIIe siècle, ce sont des loteries organisées pour finir des chantiers d'architecture, ce qu'on appellerait aujourd'hui contemporaine. Là, ce qui est fantastique, c'est cette mobilisation au service d'un patrimoine qui est, comme l'a dit le président de la République, avec des mots assez forts qu'on attend depuis très longtemps dans les associations de défense, une part de notre identité, une part de notre façon de nous rassembler dans toutes les différences possibles, parce que évidemment, vous l'avez dit, dans la liste, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que des châteaux, il n'y a pas que des abbayes, il y a des maisons, il y a des usines, il y a des lavoirs, il y a la richesse du patrimoine français qui, depuis très longtemps, n'est plus enfermé dans des catégories un peu élitistes, mais au contraire, c'est complètement ouvert chronologiquement, puisqu'on a jusqu'au patrimoine du XXe siècle, qui est peut-être un tout petit peu trop absent, à mon avis, mais ça viendra, on va corriger le tir dans les autres années. Et puis de la richesse aussi des territoires, parce qu'on n'est pas à Paris, Île-de-France, on a toute la France. Et ça me paraît très important. Françoise Benamou. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est très important de prendre aussi la mesure de ce qu'il y a à faire et des sommes qui sont déjà affectées au patrimoine. Il faut savoir que le ministère de la Culture dépense déjà 326 millions d'euros par an, que les collectivités locales font un effort considérable qui est souvent méconnu, les communes tout particulièrement, quelquefois aidées par les départements. Donc il y a vraiment un travail qui est important, les régions dans une moindre mesure, mais quand même. Et par ailleurs, il y a un effort des propriétaires privés, puisque le patrimoine est à peu près à 50%, le patrimoine protégé, à 50% entre mains privées. Il faut ajouter à tout cela ce qui a été dit, et c'est très très important, le travail de la Fondation du patrimoine, qui est formidable, parce que la Fondation du patrimoine travaille sur le patrimoine qui n'est justement pas protégé. C'est le patrimoine qui fait nos paysages, qui fait vraiment, je dirais, qui fait la France. Et c'est extrêmement important d'avoir créé cette structure qui permet de répondre à une demande pour laquelle il y avait en quelque sorte un trou auparavant. Ouais. Sébastien, Eugène, c'est vrai qu'il y a ce rôle des collectivités territoriales, des communes dans l'entretien, la préservation du patrimoine. Est-ce qu'avec cette opération, ce loto du patrimoine, vous redoutez finalement que l'État se désengage et qu'il n'y ait plus du tout de crédit justement alloué aux collectivités? Alors ce n'est pas du tout ma crainte, puisque il y a un nouvel outil qui vient d'être créé, qui n'existait pas jusqu'alors, et donc je pense, et je n'ai pas de doute, que ce sera en complément des financements qui existaient actuellement. Et effectivement, on n'a pas attendu d'avoir un loto pour rénover notre patrimoine, mais on voit bien aujourd'hui que face à un besoin qui est de plus en plus grand, une attention particulière également de nos concitoyens sur le patrimoine et l'intérêt qu'ils portent à préserver ce patrimoine, eh bien, il y a besoin de ressources supplémentaires. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact, on en parlait tout à l'heure, de la visibilité que cela donne à certains sites. C'est les 18 sites emblématiques qui ont été choisis, c'est véritablement des sites que la plupart des Français découvrent. C'est le cas par exemple pour Château-Thierry, qui est bien connu pour être la ville natale de Jean de La Fontaine et être l'une des capitales du Champagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cet hôtel-lieu, alors même qu'il héberge un très beau musée avec une collection de 1300 œuvres, était méconnu de la plupart des Français. Alors Alexandre Gady, vous parliez justement du discours prononcé par Emmanuel Macron vendredi. C'était au château de Voltaire à Ferney. Je vous propose justement d'écouter un petit peu la vision du chef de l'État sur le patrimoine. On a très longtemps opposé dans notre pays, quand on s'intéresse à l'histoire des politiques culturelles, une politique qui, paraît-il, était plutôt de droite, qui était la politique du patrimoine, parce qu'on s'intéressait justement à ce qui était là, ce qui existait, un héritage, et une politique qui, paraît-il, était plutôt de gauche, qui était une politique de la création, de l'invention, du contemporain, des artistes, du spectacle vivant, oui, de la création sous toutes ses formes. Je ne crois pas un mot à ce distinguo. Une nation ne peut pas se construire dans ces temps de grands changements sans s'arrimer à un récit collectif et sans faire revivre les traces qui l'ont faite, le socle même de son histoire par laquelle elle peut avancer et prétendre aller plus loin. Et surtout le territoire. Et donc oui, le patrimoine, c'est une cause nationale.
Quand vous entendez le chef de l'État, Alain Schmitt, dire bien que le patrimoine, c'est une cause nationale, ça participe du récit collectif, vous partagez cette vision ? Totalement, parce que je me suis beaucoup investi depuis très nombreuses années, d'abord au sein de la ville de Versailles, ensuite dans le département des Yvelines, et j'ai toujours considéré que c'était, alors non pas national, mais je disais grande cause départementale quand j'étais à la tête du département. Donc je suis ravi de voir le président de la République reprendre ça à son compte, bien entendu. Mais ce qui me frappe, notamment à l'occasion des journées du patrimoine, ou même j'avais organisé en son temps les nuits du patrimoine, il y a une vingtaine d'années, c'est de voir l'adhésion populaire à toutes ces manifestations. Les 12 millions de visiteurs lors des journées du patrimoine ne sont pas là d'une façon inattendue, si vous voulez. Ce sont vraiment des passionnés du patrimoine et il y a cette appropriation collective qui me semble un phénomène tout à fait nouveau. Et c'est pour ça que je ne peux que me féliciter du relais et de ce coup de projecteur extraordinaire que nous donne le président de la République. Françoise Benhamou, on est aussi dans le domaine du symbolique, de la communication de la part du chef de l'État. On sait que depuis son élection, il a un rapport particulier avec le patrimoine, avec le château de Versailles. Il a fait son anniversaire au château de Chambord. C'est le récit national, c'est la représentation aussi du pouvoir en certains cas. Donc tout ça est extrêmement important et je crois que d'ailleurs la liste a été faite, la liste des premiers monuments a été faite avec beaucoup de soin pour que toutes les régions s'y retrouvent, pour que tous les types de patrimoine s'y retrouvent. On a du patrimoine industriel, on a des châteaux, on a de simples maisons, etc. Donc on a essayé vraiment de dire quelque chose à travers cette liste. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose qui fera effet de levier, mais qui demande aussi tout un travail extrêmement profond parce qu'il y a aussi les coups d'engouement. Mais ce qu'on attend, c'est que les Français visitent des lieux qui sont peut-être moins visités et cofinancent à travers, par exemple, des campagnes de financement participatif qui sont très attendues dans le cadre de cette campagne, la rénovation non seulement des sites qui ont été choisis, mais des autres aussi. Alexandre Gadilla, aujourd'hui, clairement, un engouement des Français pour leur patrimoine. On parlait de ce succès des journées du patrimoine. C'est devenu un peu branché, un peu populaire ? Je ne sais pas si je dirais comme ça. Je dirais au contraire que les mots du président de la République mettent enfin en lumière ce qui me paraît, pour vieux militant associatif, la vérité de tous les jours. C'est-à-dire qu'on croise des milliers de Français, il y a des centaines, des dizaines de milliers d'associations en France. C'est un pays qui adore les associations, c'est une forme de l'expression démocratique. Et il y a une fantastique mobilisation qui est enfin reconnue. Alors, ça va donner, je crois, et on a parlé d'effet de levier, une fantastique énergie, parce que tout le monde aime son patrimoine. Alors ça peut être très local, il y a toujours des échelles différentes dans le patrimoine. On peut voir ça au bout de son champ, on peut voir ça à l'échelle de la France, de l'histoire. Le président, lui, il est dans l'histoire, il a raison de mettre le projecteur le plus haut possible. Mais tout ce tissu fourmillant d'associations et de gens bénévoles, désintéressés, eux, ils ne sont pas du tout sensibles à des effets de mode. Ils sont là, sur le terrain, et ils portent ce patrimoine parce qu'ils savent que on le voit dans les associations, on y rencontre des gens de droite comme de gauche, des pauvres et des riches, des gens élevés dans la société et d'autres qui n'ont pas de connexion avec le monde le plus contemporain ou le plus élitiste, et donc des générations aussi. C'est un monde où on voit des vieux et des jeunes ensemble, et c'est ça qui est formidable dans le maelstrom patrimonial français. Sébastien Lejeune, cet effet de levier, c'est aussi ce que vous attendez pour l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry ? C'est tout à fait ce qu'on attend. Je vous parlais tout à l'heure de visibilité et j'espère que l'argent appelant l'argent, généralement, ce sera accompagné d'autres types de financement. Je me permettrai juste de revenir, parce qu'on parlait de récit national, et c'est vrai que le patrimoine y contribue énormément, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peut-être la distinction de la philosophie qu'on pouvait avoir jusqu'ici, c'est véritablement l'impact et la volonté des habitants des territoires de s'approprier leur propre patrimoine et pas uniquement de se référer à un patrimoine qui serait national ou global. Je pense qu'à l'heure de la mondialisation, il y a une vraie volonté des citoyens de mieux connaître leur patrimoine local, ce qui vivent en face de chez eux, de mieux savoir pourquoi ce monument a existé, quelle est son histoire. Et c'est quelque chose, à mon sens, que l'on connaissait un petit peu moins auparavant et qui aujourd'hui fait la force de ce type d'initiative. C'est dû à Emmanuel Macron, selon vous, Sébastien Lejeune, ce rapport particulier, on en parlait, qu'il a au patrimoine, notamment avec bien son discours devant la pyramide du Louvre le soir de son élection, je le disais, quand il a reçu Vladimir Poutine au château de Versailles, ou encore on voit qu'il est en train de restaurer le fort de Brégançon où il va passer ses vacances. Je pense qu'effectivement, c'est une initiative présidentielle et le président précédent avait plutôt la volonté de créer quelque chose de nouveau. Là, ce qui est également intéressant de voir, c'est que l'on crée de la rénovation plutôt que d'avoir de nouveaux bâtiments. Je pense que
quand on écoute bien les propos du président de la République, ce qu'on note également, et ça revient à ce souci lié à la mondialisation, c'est la volonté de se réapproprier ce patrimoine. Et je trouve pas ça étonnant sur un président qui a eu son succès grâce au clivage, un clivage rénové autour de cet esprit de mondialisation, d'anti-mondialisation, et bien de voir que quelqu'un qui défend en quelque sorte un certain esprit de la mondialisation, eh bien va à contrario, prendre le contre-pied de renforcer le patrimoine local et de renforcer notre identité nationale et notre identité locale. Alexandre Galli, ensuite Alain Schmitt. Est-ce que je me permettrais d'ajouter, et j'espère que vous n'y verrez pas un corporatisme, que chez ce président, il y a une chose qui me fascine, moi c'est d'abord un littéraire. Et donc il y a une connaissance et une sensibilité à ces espaces qui sont aussi des théâtres. La maison de Pierre Loti, en fait, on voit tous ces... C'est dans le choix, ça se traduit. C'est un acteur et c'est quelqu'un qui connaît les textes de la littérature. Et donc ce cadre-là, c'est le cadre de notre civilisation et ça va très très bien avec cette culture littéraire. Et ça me touche beaucoup. Il y a un rapport particulier, le chef de l'État, au patrimoine, Alain Schmitt. Je voudrais inciter peut-être sur un volet dont nous n'avons pas encore eu le temps de parler, c'est la transmission des savoirs. Et notamment le savoir de la main. Ça me semble quelque chose de tout à fait fondamental parce que, j'allais dire, ça a été beaucoup dit, mais la restauration du patrimoine en elle-même n'est pas une fin en soi. Il faut ensuite faire vivre ce patrimoine. Et entre le moment où on va faire vivre le patrimoine et le moment où on prend la décision de restaurer ce patrimoine, il y a toute la mise en valeur et la transmission de ce savoir qui me semble être quelque chose de fondamental, d'autant plus fondamental que c'est un savoir-faire très français dans son histoire. Là, j'allais dire, c'est le Versaillais qui vous parle à travers tous les métiers d'art qui peuvent s'exercer à l'intérieur du château de Versailles. Concrètement, Françoise Benamou, chaque ticket va coûter à peu près 15 €. Seulement 1,52 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Ça paraît peu, finalement. Le dispositif précis n'est semble-t-il pas tout à fait arrêté. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout du compte, il y aura entre 10 et 20 millions qui iront au patrimoine, et j'espère plutôt 20 que 10, ce qui est déjà pas mal. Alors, bon, comme je vous disais, c'est pas une somme considérable, parce que quand on regarde par exemple ce qu'est la restauration d'un château, ça peut atteindre très vite les 10 millions d'euros avec le nombre de châteaux qu'il y a en France. 8 millions d'euros, en état Sébastien Eugène pour l'Hôtel-Dieu, par exemple. En état de péril, on va aller très vite. Mais en même temps, c'est vrai que c'est la force symbolique, c'est le plus qui peut faire venir d'autres acteurs autour de la table pour financer ces opérations. Alors c'est vrai en même temps que c'est une somme qui est relativement élevée pour un ticket de loto, mais l'idée c'est justement, dans le fond, il va y avoir une image d'un monument. Et l'idée, c'est que les gens s'approprient aussi le fait qu'ils auront contribué à financer le patrimoine à travers ce jeu de grattage ou de tirage. Oui, Alexandre Galli, certains ont dit que c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Je rappelle qu'il y a 44 000 petits et grands monuments classés en France qui sont aussi en attente de financement. Classé et inscrit, oui. Mais dans le discours de Stéphane Bern à l'Élysée, il y a une chose aussi assez courageuse, c'est qu'il a dit devant le président de la République, on va faire tout ce qu'on peut pour sauver ces monuments, mais il faut aussi qu'un certain nombre de lois continuent de fonctionner dans notre pays. Il faut que le rôle des architectes des bâtiments de France reste vraiment au cœur du dispositif, avec la possibilité de dire non, c'est-à-dire le fameux avis conforme. Et là, on sait que c'est des dispositifs qui sont encore à nouveau très débattus, combattus, alors qu'on est à peine à 2 ans de la loi CAP qui a été votée dans de bonnes conditions et qui donc portait la rénovation de la politique culturelle française. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que ce soit un effort très visible parce que ça pousse l'énergie populaire et que ça met de la lumière sur le patrimoine, mais il faut que les dispositifs classiques pérennes subsistent et restent performants. Le monde entier nous envie aussi un patrimoine qui est notre patrimoine législatif et administratif. Quand un pays crée un service patrimonial, on était avec des Russes l'autre jour en Russie et ils étaient inquiets de la loi Elan. Ils connaissaient la loi Elan parce qu'ils disaient « et vos ABF ?» parce que nous, on essaye de construire un dispositif patrimonial. Donc c'est un héritage français important. Protection du patrimoine, ça va de pair, on imagine, Sébastien Eugène. Oui, tout à fait. Le patrimoine a besoin d'être protégé. Là, je vais prendre l'exemple concret de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Très concrètement, aujourd'hui, les fondations de l'Hôtel-Dieu sont en danger puisqu'il est sur un terrain argileux près de la Marne. Et ces financements, naturellement, c'est jamais assez, mais c'est déjà des premiers financements qui permettront de réaliser ce type de travaux. Puis ensuite, qui vont être amenés à permettre de rénover la couverture et puis petit à petit d'amener une nouvelle muséographie pour faire en sorte que ce musée de l'Hôtel-Dieu, qui détient un trésor inestimable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a 1300 œuvres incroyables à Château-Thierry? C'est parce qu'il y a eu des sœurs Augustine qui tenaient cet Hôtel-Dieu, qui ont protégé
de la Révolution, qui ont protégé du temps, qui ont protégé des 2 conflits mondiaux qu'a connu la ville de Château-Thierry, ses trésors. Et puis, sur son lit de mort, cette sœur Augustine a confié les clés à une personne qui gérait l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le trésor que recélaient les greniers de l'Hôtel Dieu. Et naturellement, ce trésor, aujourd'hui, il faut pouvoir le mettre en avant. Ça a mis 40 ans pour réussir à mettre en place un petit musée qui, aujourd'hui, doit pleinement s'épanouir. Ce qui est important aussi, c'est la valorisation ensuite des lieux, c'est-à-dire le fait qu'ils soient visités, qu'il y ait éventuellement des produits dérivés, des locations d'espace, des animations, etc., qui fassent que le patrimoine puisse vivre, je dirais presque de lui-même une fois qu'il est restauré. Et ça, c'est un enjeu qui est tout à fait considérable, qui est devant nous et qui implique peut-être qu'on aille chercher aussi d'autres financements complémentaires, peut-être du côté de l'économie du tourisme, par exemple, puisque le tourisme doit beaucoup au patrimoine. Ce sera le mot de la fin, Alain Schmitz. Ce mécénat populaire, ça va entraîner justement du mécénat privé aussi, c'est ce qu'on peut attendre de cette opération? Bien entendu, et c'est essentiel. Ce qui me frappe aussi, je voulais juste le préciser, c'est que la moitié des monuments qui ont fait l'objet de cette sélection appartiennent à des communes de moins de 2000 habitants. Ne jamais oublier que ce ne sont pas des grandes communes qui sont propriétaires, mais des petites communes qui sont dans l'incapacité financière absolue de faire face aux travaux tout à fait considérables, Alexandre le précisait. Alors, juste une petite innovation de mon département, du département des Yvelines, c'est un carnet d'entretien qui va être réalisé sur le plan financier par le département des Yvelines avec l'aide d'une agence départementale yvelinoise pour éviter que les bâtiments ne se détériorent et que le coût de restauration ne soit trop important. C'est-à-dire le département en quelque sorte va aider les maires, et je pense justement à nos maires ruraux, à entretenir leurs bâtiments au moindre frais, sachant que 80% de cette dépense d'entretien courant sera prise en charge par le département. Et voilà une réponse, j'allais dire, un peu innovante au problème, à cette problématique insoluble posée par exemple à un maire d'une commune de 500 habitants. Eh bien, merci pour ce témoignage, Alain Schmitz. Merci à vous, Alexandre Gadi. Merci, Sébastien Eugène. Et merci à vous, Françoise Benamou. On en sait désormais un peu plus sur la réforme de l'audiovisuel public. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, en a dévoilé les grandes lignes ce matin. France 4 ne sera plus diffusée en hertzien. France 3 devra tripler son offre de programmes régionaux. Quant au financement et à la gouvernance, sujet hautement sensible, il faudra encore attendre 2019. Clément Perrault. Mettre le paquet sur le numérique, c'est la priorité de Françoise Nyssen pour réformer l'audiovisuel public. La ministre de la Culture demande 150 millions d'euros d'investissement supplémentaires dans le numérique d'ici 2022. La présence de notre audiovisuel public sur les réseaux sociaux doit être au cœur des entreprises. Nous allons bâtir un champion industriel du numérique pour reconquérir le jeune public. 3 nouvelles plateformes en ligne sont déjà dans les tuyaux. Une première sera lancée mercredi avec pour mission de décrypter les fausses nouvelles dites fake news. Une autre, dédiée à la culture, verra le jour à la fin du mois. La troisième s'adressera aux 15-30 ans, la cible prioritaire de cette réforme. Autre axe majeur défendu par la ministre, le développement de l'offre de proximité. Elle veut 3 fois plus de contenus régionaux sur France 3. Elle souhaite également une coopération étroite entre la chaîne et le réseau radio de France Bleu. Nous construirons avec Radio France et France Bleu et avec toutes les équipes des 2 réseaux des médias globaux des territoires. Il nous faut repenser et coordonner la répartition de nos moyens sur le territoire pour la mettre davantage en regard des bassins de vie de nos concitoyens. Reste le dossier épineux des économies. L'audiovisuel public est composé de 6 groupes qui rassemblent au total 17 000 salariés. 250 à 500 millions d'euros d'économies sont évoqués d'ici 2022, principalement à France Télévisions. Mais sur ce sujet ultra sensible, la ministre est restée très évasive. Il y a des marges de manœuvre, nous le savons. Et la mutation des sociétés passe aussi par une profonde transformation de leur organisation et de leur mode de management. Et les dirigeants organiseront sans tarder la concertation pour préparer ces transformations internes. Seule mesure concrète d'économie annoncée aujourd'hui, la chaîne France 4 va disparaître de la TNT, libérant ainsi le canal 14. L'avenir de la chaîne France-O sera lui discuté dans les prochains mois. Et André Gattolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, co-auteur avec Jean-Pierre Leleux d'un rapport sur la réforme de l'audiovisuel public. Et notre invité, il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite.
André Gattelin, bonjour. Bonjour. Je précise que vous étiez aussi à l'origine d'une proposition de loi modifiant le mode de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public. D'ailleurs, la gouvernance a été évacuée ce matin par la ministre, au même titre que la régulation, la redevance. Elle annonce ces 3 chantiers, ces textes seulement pour 2019. Est-ce que pour vous, ces sujets sont repoussés au calende? Non, je crois que c'est une bonne chose. Moi, j'avais fait cette proposition de loi à un moment où on voyait arriver un certain nombre de poursuites juridiques, judiciaires, notamment à l'encontre de M. Gallet. Et je me suis dit, on risque d'arriver vers un jeu de domino. Donc, essayons d'avoir une solution. Aujourd'hui... Vous demandez la fin de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par le CSA. Je reste dans cet esprit-là. Je pense que c'est compliqué pour un organe de régulation de nommer des gens qui va être amené à contrôler, qu'on pose ce grand mécano, je dirais, institutionnel après avoir engagé réellement des réformes sur le fond concernant l'offre, c'est-à-dire les programmes, les contenus. Ça me paraît tout à fait préférable parce que c'est ce qui intéresse nos concitoyens. Ce qui se passe dans l'organisation des entreprises publiques ou des sociétés audiovisuelles, ça intéresse un petit nombre dont nous faisons partie, mais c'est moins d'1% de la population. Mais ce sont aussi les sujets qui fâchent. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a décidé de marcher sur des œufs? Est-ce que la ministre a eu peur de froisser peut-être aussi en abordant des sujets aussi délicats? Non, je crois qu'il y a vraiment l'idée de commencer par les contenus. On était un certain nombre à dire, tout en ayant des propositions de nature organisationnelle, gouvernance, financement, de dire l'essentiel du service public, c'est une offre, c'est une politique de l'offre. C'est un service public qui est assez particulier parce que généralement on fait un service public pour répondre à une demande. Là, c'est une proposition qui est faite avec des missions qui ont des missions effectivement de plus-value pour les citoyens, soit pour leur intérêt personnel, leur utilité sociale, mais aussi en matière d'éducation, d'enrichissement des personnes. Donc c'est le fond qui compte. Donc réfléchissons sur le fond. Il y a eu des réticences il y a quelques mois aux premières annonces et aux premiers soubresauts. Là, il y a une volonté de coopération. Des mots du président de la République qui avait parlé de honte pour nos concitoyens dans des propos rapportés par Télérama. C'était quand même quelque chose qui avait largement crispé l'audiovisuel public et ses rapports avec l'exécutif. Oui, ça l'a crispé et en même temps, ça répondait au fait qu'on avait demandé de petites économies à France Télévisions et qu'on avait l'impression de toucher une vache sacrée. Alors aujourd'hui, on ne va pas demander des économies, puisque à l'époque, d'ailleurs, la réaction de la présidence de France Télévisions, c'est de dire on va couper dans les programmes, dans les contenus, dans les émissions, après dans l'information, alors que le but, réellement, c'était plutôt de couper dans les frais généraux, dans ce qu'on appelle les fonctions support, des gens qui ne sont pas directement impliqués dans la production des programmes qui sont donnés à voir aux téléspectateurs. Et là, précisément, l'idée, c'est de dire on sanctuarise les budgets de création, les 560 millions d'euros dépensés chaque année en télévision pour de la création, de la fiction, des programmes, des documentaires. Ça doit être maintenu. Après, si on doit faire des économies, s'il y a des sources d'économies, ça sera plutôt dans la gestion courante ou dans les infrastructures. Là, on va en arriver justement à cette question de l'offre. Alors, parmi les grandes annonces ce matin, il y a d'abord la disparition de France 4 de la TNT. Probablement celle de France O, même si elle a été moins affirmative. Il y a aussi la question de la multiplication par 3 du temps consacré aux régions sur France 3. Déjà, est-ce que sur toutes ces mesures, vous avez été consulté, vous êtes en première ligne sur l'audiovisuel public, vous voyez souvent la ministre, le Premier ministre sur ces sujets ? Moi, je les ai rencontrés au moment où il y a eu le débat à l'automne et puis au tout début de l'année. Ensuite, il y a eu une production de rapports, de notes, de choses comme ça. Mais la décision est prise par la ministre dans le cadre du travail de concertation qu'elle a engagé avec les sociétés nationales de production. J'ai découvert ce matin quelques heures, je dirais, avant la conférence de presse, parce qu'on en était informé, les mesures qui avaient été prises. Il y a des choses qui relèvent renforcer la proximité, renforcer l'information régionale. Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où il y a très peu d'informations locales. On a un sujet qui vous tient à cœur, peut-être en tant que sénateur, représentant des territoires en plus. Les représentants des territoires, puis venant du monde de l'information et de la communication,
communication. Il y a beaucoup d'informations à l'échelle nationale, à l'échelle locale, un peu comme à l'échelle internationale. On n'a pas grand-chose et on a une presse quotidienne régionale qui, dans certaines régions, par exemple dans le sud-ouest, en région Aquitaine, est extrêmement dynamique pour diversifier, mais on a quand même là aussi un public vieillissant, souvent une absence, un monopole absolu de l'information quand il y a information. Donc c'est important de renforcer ce pôle-là. Votre regard sur la disparition de France 4, et on dit que le canal pourrait peut-être être occupé ensuite par France Info. Oui. Alors, disparition, le terme est un peu exagéré puisque c'est l'idée de le passer sur le numérique. En numérique. Bon, il faut dire l'un des axes d'ailleurs voilà. du plan de Françoise Nyssen. France 4 a eu du mal à décoller. Elle a fait d'ailleurs il y a quelques années de bien meilleures audiences que celles qu'elle fait actuellement, aux environs de 1,7%, 1,8% de part de marché. La difficulté, c'est que sa diffusion en linéaire lui procure une audience, mais qui n'est pas nécessairement l'audience jeune ou très jeune qui est visée, puisque ces chaînes linéaires coagulent parfois des téléspectateurs de 50 ans et plus, et voire beaucoup plus. Donc les investissements en fiction, parce que j'ai eu tout à l'heure le syndicat national des producteurs d'images animées, les investissements en programme et en création vont demeurer. C'est vrai que ça va changer le mode de diffusion, de distribution. Il faut espérer qu'on capte un nouveau public ou qu'on capte davantage. Les digital natives dont a parlé Françoise Nyssen, parce que c'est un problème qui est identique dans tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, au Danemark, il y a un grand débat sur l'audiovisuel public. On se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus aucun moins de 35 ans qui regarde la télévision publique au Danemark. On n'est pas tout à fait dans cette situation, mais on risque très vite d'y glisser. Le grand concurrent aujourd'hui, le grand média qui offre des émissions jeunesse, aujourd'hui c'est YouTube. Et sur la particularité de ce média, il faut peut-être aller le chercher là. Après, ça va avoir aussi des conséquences pour la circulation des œuvres. Il y a le financement, donc on va voir comment les choses vont être... Il va y avoir une mission. De toute façon, une mission a été confiée à Madame Catherine Smadja, qui est une femme de très grande qualité, qui connaît bien la télévision publique et qui a travaillé à la BBC, qui connaît très bien effectivement les autres services publics. Donc tout ça va faire l'objet avec les partenaires et les chaînes de discussion. La BBC, justement, c'est un modèle pour la France dont on parle souvent. Les Britanniques sont viscéralement attachés à la BBC, alors qu'en France, on a un service public dont l'identité est peut-être beaucoup moins claire. Vous-même, vous aviez dénoncé le fait qu'il y avait des tunnels de jeu sur le service public, qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas, qui ne devraient pas être propres au service public. Alors, sans faire du service public bashing de l'audiovisuel, c'est vrai qu'on a noté certaines carences. Une des carences, c'est le manque de différenciation de l'offre publique. Ce matin, j'ai écouté les déclarations de Madame Delphine Ernotte. Je pense qu'elle a bien compris qu'il fallait faire des choses différentes, qu'il ne fallait pas être rivé sur l'audimat. Donc, la différenciation, pendant des années, des décennies, on n'a pas réussi à trancher entre un service concurrent de l'audiovisuel privé et puis peut-être un service propre à l'audiovisuel public et qui est il y a des audiovisuels publics qui font les l'audimat. choses de manière assez différente, comme on l'a pas seulement en Grande-Bretagne, mais dans les pays nordiques. Puis vous avez par exemple l'exemple latin de la RAI, où la RAI, ça ressemble avec beaucoup de publicité absolument aux chaînes de télévision privées de l'ex-groupe de Monsieur Berlusconi. Donc je crois qu'on a plutôt choisi d'aller vers quelque chose qui est différenciant, qui permette de dire vous payez une redevance, vous devez avoir quelque chose qui n'est pas déjà proposé par d'autres. Et l'offre a tellement explosé ces 30 dernières années, et surtout ces 5 dernières années, qu'aujourd'hui, la différence est difficile à voir. On le voit très bien en radio. Tout ce que fait le groupe Radio France, quand même, il y a une très grande distinction par rapport au reste de l'offre. En télévision, c'est bien moins évident. C'est moins clair. Juste pour conclure, il y a un trépied fondateur dont on parle toujours quand on parle de l'audiovisuel public, c'est informer, divertir, cultiver. Est-ce que, là, il devient un mouton à 5 pattes? Maintenant, c'est innovation, création, éducation, proximité, information. Ça fait quand même beaucoup pour le service public? Ça fait beaucoup, mais j'ai envie de dire, il faut le faire en même temps. La vraie difficulté, c'est qu'avec la multiplication des canaux, oui, parce qu'on a tendance à dire, on va faire une chaîne pour la qualité. Et le problème de la culture dans notre offre audiovisuelle, y compris par les chaînes publiques généralistes, c'est de dire, mais il y a Arte,
où il y a certains programmes de la 5. Il ne faut pas renoncer à la culture, il ne faut pas renoncer à la façon d'informer. On peut faire de l'information breaking news, sans mise en perspective, sans vérification. On peut faire une information qui va plus loin. Moi, j'aime bien, dans tous les pays occidentaux, aujourd'hui, il y a une remise en cause de ce traditionnel triptyque, informer, éduquer et divertir. Par exemple, nos amis, je suis allé il n'y a pas très longtemps en Islande, la télévision publique dit ces 3 missions, c'est insuffler, impliquer, émanciper. Je trouve ça très chouette. Bien, merci beaucoup André Gattolin d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Merci à vous, Tam. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a voté en faveur du passage de 100 à 10% de logements accessibles aux personnes handicapées dans la construction neuve. Les associations de défense des handicapés dénoncent une grave régression sociale. Alors comment expliquer cette décision? Les lobbies du secteur de la construction ont-ils eu gain de cause? Explication Quentin Calmé. La mesure est presque passée inaperçue, noyée dans plus d'une 60aine d'articles. Vendredi, les députés ont bien réduit à 10% la part des logements neufs qui seront accessibles aux personnes handicapées. Le reste des logements serait ainsi évolutif, c'est-à-dire adaptable facilement. Ce matin, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées a tenté de déminer le dossier. Les travaux pourront être faits très facilement, à moindre coût. Et ça ne sera pas au coût des personnes handicapées pour tout ce qui ressort des logements sociaux, parce que ça sera le bailleur. Donc je tiens aussi à rassurer les personnes handicapées que ce vers le quoi on va n'est pas du tout une régression. Car depuis vendredi, le vote de cette mesure a provoqué l'indignation des associations. Cette évolution est perçue comme un retour en arrière. Donc c'est une régression réelle. Non seulement une régression, mais ça met les personnes handicapées et les personnes âgées d'ailleurs en situation de discrimination. Très probablement, il y a le lobby des constructeurs, des promoteurs, peut-être des bailleurs sociaux, qui disent que pour parvenir à avoir plus de logements, il faut diminuer les coûts. Diminuer les coûts, c'est effectivement la priorité de l'exécutif. Déjà en septembre, lors de la présentation du projet de loi Elan, Emmanuel Macron avait pris le parti des constructeurs et des promoteurs. Vous en entendrez parler, il y aura énormément de boucliers qui se lèveront contre cela. Et on me dira que je ne respecte pas l'environnement, parfois le handicap, parfois ceci ou cela. Simplement, il faut beaucoup de pragmatisme et d'ambition collective, donc on devra le porter ensemble. Reste encore à voter cette loi au Sénat en juillet prochain. Déjà, les associations appellent les sénateurs à revenir sur cet article controversé. Et on retrouve Saint-Vérien Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une réaction avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Absolument. Bonjour Pierre Ouzoulias, merci de répondre à nos questions. Avant de vous faire réagir bien sûr au sujet qu'on vient de voir sur le poids, l'activité des lobbies au sein du Parlement, une réaction tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d'intérêts. L'Élysée parle de soupçons infondés. Le parquet financier a ouvert néanmoins une enquête. Votre réaction? Ce qui est fondé, tout le monde le sait, tout le monde a compris, c'est que ce sont les mêmes qui depuis quelque temps passent des cabinets ministériels au conseil d'administration et réciproquement. Il y a une aristocratie d'État qui s'est constituée et qui se partage les postes, qui distribue les fonctions, que ce soit dans le privé et dans le public. Donc le conflit de compétences, c'est inévitable. C'est une porosité néfaste, mais est-ce qu'elle est illégale, cette porosité ? Elle n'est pas illégale dans le sens où aujourd'hui les lois n'obligent pas à une très grande transparence dans ce domaine-là. Alors justement, le poids des lobbies, on vient de le voir dans le sujet. Après le recul sur le glyphosate, les députés ont donc décidé que seuls 10% des logements neufs seraient accessibles aux handicapés contre 100 actuellement. Beaucoup ont parlé de poids de ces lobbies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est les lobbies qui sont responsables d'un tel recul? Les lobbies, ils ont un travail énorme, notamment parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Et c'est vrai, dans ce palais, ici, au Sénat, on reçoit énormément de choses de leur part sur tous les sujets. Et j'ai entendu des collègues qui disaient qu'ils recevaient des amendements écrits. Oui, moi aussi. Moi, je reçois énormément. J'en reçois aussi des ONG. Vous comprendrez que je les traite pas de la même façon. Sur ce point, je pense que ce qui est essentiel, c'est la transparence. Il faut que les élus donnent aux citoyennes et aux citoyennes l'assurance qu'ils sont transparents dans leur activité. Mais justement, la transparence, la loi Sapin 2 permet l'obligation de se déclarer désormais pour un lobby dans un registre officiel.
Ça ne paraît pas suffisant quand on voit ce qui vient de se passer justement sur le glyphosate ou sur la construction et l'accès aux handicapés. C'est un éternel combat. C'est un éternel combat. Quand vous ajoutez une loi, aussitôt, en effet, les lobbies trouvent des solutions pour la contourner. Donc, c'est un devoir citoyen. Il faut que les élus prennent conscience qu'aujourd'hui, on doit agir en toute transparence. C'est un devoir. Est-ce qu'il faut plus de lois, plus de transparence pour empêcher cette influence dans l'élaboration de la loi? Il faut plus de lois et il faut plus de contre-pouvoirs. Voilà. Et moi, je pense que les parlementaires devraient avoir dans ce domaine plus de pouvoir, et vous, les journalistes, les médias aussi. Et je regrette que lors de la dernière loi sur le secret des affaires, on vous en ait enlevé dans ce domaine, alors que vous avez un pouvoir d'investigation qui est fondamental et qui peut justement empêcher que les lobbies prennent trop de poids. Très bien, en tout cas le message est passé. Merci beaucoup. Merci Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous Saveria, et on va continuer le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Procaccia. Merci d'être avec nous, sénatrice LR du Val-de-Marne. Également sur ce plateau, Rémi Féraud, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Aristide Luneau est également avec nous. Bonjour, vous êtes directeur associé au cabinet Interrel Paris. Vous avez coécrit ce livre Lobbying, les coulisses de l'influence en démocratie aux éditions Pearson. Et puis j'accueille enfin Eric Alt. Bienvenue à vous. Vous êtes magistrat, vice-président de l'association anticorruption Anticor. Première question pour vous, Catherine Procaccia, puisqu'on voit ces votes, c'est à l'Assemblée nationale, mais ça va concerner le Sénat dans quelques temps, à la fois sur la loi Elan dans le cadre de l'accessibilité pour les logements neufs pour les personnes handicapées. Il y a eu aussi le recul sur le glyphosate. Quelle lecture faites-vous de ces votes? Est-ce que ce sont les lobbies qui sont à l'œuvre? Pas forcément. D'abord, les lobbies, il y en a plusieurs, et vous avez toujours un lobby qui est pour et un lobby qui est contre. Si dans un secteur ou dans un domaine il y en avait qu'un seul, ça pourrait poser problème. Mais quel que soit le texte qu'on étudie, on a forcément des gens qui connaissent le dossier, parce que nous, sénateurs, en tout cas moi je parle en mon nom, je ne suis pas compétente dans tous les dossiers et sur tous les sujets, et on vient vous attirer votre attention sur quelque chose. S'agissant du glyphosate, il me semble, mais je n'ai pas étudié encore le texte, que l'amendement glyphosate ne rentrait pas vraiment dans le corps du texte qui règle les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. C'est ce qu'on appellerait un cavalier. Donc qu'il n'ait pas lieu d'être dans ce texte, sauf extension, ne me choque pas, d'autant que dans les projets de M. Macron, me semble-t-il, qu'il veut épurer énormément de choses. Quand on parle des handicapés et de l'accès aux handicapés, alors là, on n'a besoin de aucun groupe de pression, parce que les élus ont été des élus locaux et savent combien les normes peuvent poser de problèmes, et poser des problèmes qui vont même à l'encontre de l'intention originale, à partir du moment où, par exemple, tout le monde le sait, dans ces habitations, il fallait faire donc les des salles ne de sont bain pas forcément à l'œuvre, ça peut venir aussi de l'expérience des élus locaux. C'est intéressant ce que vous dites, Catherine Procaccia, quand vous dites que vous n'êtes pas experte dans tous les domaines, vous avez besoin parfois de conseils extérieurs. Rémi Féraud, vous avez été élu en septembre sénateur. Est-ce que vous êtes approché par des groupes de pression? Comment travaillez-vous? Comment ça se passe? Oui, nous le sommes régulièrement, et notamment par des courriers, des appels. Je pense quand même qu'il faut aussi remettre l'enjeu dans son contexte, et que le Parlement, je parle là notamment de l'Assemblée nationale, me paraît être un des éléments du puzzle, mais que si ce lobbying en fait est très fort au niveau gouvernemental, au niveau de la machine de l'État lui-même, et des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement disciplinés. Je dois dire aussi, et c'est là où je ne partage pas tout à fait ce que c'est ma collègue, c'est que ça me pose la question aussi de la sincérité de la parole politique. Je pense à l'exemple du glyphosate. Si on ne peut pas, en campagne électorale, s'extraire totalement des lobbies et faire de grandes promesses aux citoyens, et ensuite passer sous les fourches caudines en effet, d'arguments qui sont ceux d'un lobby agricole, en l'occurrence, avec des arguments qui sont tout à fait recevables, éventuellement. Mais dans ce cas-là,
il ne fallait pas faire cette promesse électorale telle qu'elle a été faite. C'est l'ensemble en fait de notre démocratie que ça questionne et pas seulement le Parlement. Qui peut parfois simplement être un peu une illusion, le lobbying étant très efficace au niveau gouvernemental lui-même. Est-ce qu'il y a une réelle influence, Aristide de Luneau, justement, des groupes de pression, à la fois au niveau gouvernemental et parlementaire, selon vous ? Plusieurs choses. Je crois que c'est toujours très intéressant d'entendre des discussions sur le lobbying. Je crois qu'on a toujours tendance à taxer de lobbying les décisions qu'on ne comprend pas ou qu'on n'accepte pas ou celles qu'on a perdues. Donc on entend beaucoup les uns et les autres pointer du doigt les lobbies comme si c'était quelque chose de très négatif pour la démocratie. Moi, je crois exactement l'inverse. Et probablement qu'on aura avec M. Alt une discussion là-dessus. Moi, je crois que le lobbying est utile pour la démocratie parce que les lobbyistes sont là pour apporter de l'information. Ils sont là pour éclairer les décisions des décideurs qui souvent n'ont pas toutes les cartes en main, ne connaissent pas tous les enjeux techniques, scientifiques, économiques, sociaux, environnementaux des décisions qu'ils prennent et pour lesquelles ils ont besoin d'informations. Moi, mon métier en tant que lobbyiste, c'est d'apporter de l'information aux élus. C'est d'apporter des arguments, des données, des chiffres. Est-ce que vous le faites en toute transparence? Parce que c'est ça aussi qui pose problème, Aristide. Alors, je le fais en toute transparence, c'est-à-dire que, notamment, il est très clair, il a toujours été très clair, d'un point de vue professionnel, que je m'exprimais toujours au nom de mes clients, je n'ai jamais caché pour qui je travaillais. Je l'ai fait d'autant plus volontairement qu'on s'est inscrit sur le registre volontaire de l'Assemblée nationale et du Sénat avant même que le registre devienne obligatoire dans le cadre de la loi Sapin 2. On a fait nos déclarations. Enfin, tout ça est très transparent. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et encore, je reviens dessus. Pour moi, l'enjeu qui se porte aujourd'hui sur les conséquences de la loi Sapin ou sur les débats sur le lobbying, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de lobbying, pour que les différents acteurs, les uns et les autres, de tous les bords, que ce soit des associations, des entreprises, des ONG, puissent s'exprimer tous de la même manière et qu'il y ait une égalité d'accès aux décideurs publics pour que les décideurs publics puissent avoir une décision plus éclairée, plus consensuelle. C'est vrai que normalement, depuis la loi Sapin 2, le travail des lobbies est particulièrement encadré. D'abord, je voudrais dire que le problème, ce n'est pas que des représentants d'intérêt approchent des parlementaires. Nous-mêmes, nous approchons des parlementaires dans le cadre du plaidoyer. Le problème, c'est l'opacité. Quand je vois à l'Assemblée nationale 60 parlementaires de groupes différents qui défendent le même amendement à la virgule près, je me dis, il y a un problème. Alors effectivement, depuis Sapin 2, on a un catalogue des lobbyistes et quelques indications sur leurs revenus. Mais on n'a pas la possibilité de savoir qui influence qui. La traçabilité qui était soutenue par les associations et soutenue même par M. Nadal dans son rapport sur renouer la confiance publique, cette traçabilité qui permet de savoir qui influence qui, on n'en a pas voulu. Et c'est là le vrai sujet. Oui. Mais par exemple, si on prend le cas de la réforme ferroviaire, il y a des amendements clés en main de la part de certains syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT. Ça vous pose problème, Éric Alt, peut-être? Non, dès lors qu'on sait qui défend l'amendement, on sait qui le porte. Sans doute, alors nous rédigeons peu souvent des amendements, mais si quelqu'un porte un amendement anti-corps, on sait, parce que sur notre site, nous avons les amendements que nous soutenons, les positions qui sont les nôtres. Donc là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est, par exemple, ces 60 parlementaires, on ne sait pas qui a écrit, mais on sait que ce n'est pas eux, compte tenu du fait que c'est à la virgule près le même. Par exemple, sur cette question des amendements clés en main, est-ce qu'on est dans le fantasme ou est-ce que c'est vraiment le cas? On n'est pas dans on est dans le fantasme. On est dans un débat qu'on a déjà eu, qu'on a depuis des années, celui des amendements. Moi, je voudrais juste rétablir quelque chose. Il faut revenir aux faits, en fait. Un amendement, ça n'est que la traduction législative d'un argument. Donc à partir du moment où on a convaincu un parlementaire que le taux, par exemple, d'une taxe devait passer de 10 à 5 ou de 8 à 12, on écrit un amendement, l'article 4, il est prévu à l'alinéa 2 de remplacer le mot 10 par le mot 5. Enfin, voilà, c'est pas plus loin que ça. Et donc, c'est pas très compliqué. Et le parlementaire ou l'élu, c'est lui qui décide. C'est lui qui est en position de choisir. Et les différents lobbies viennent probablement chacun présenter leurs arguments et celui ou celle des lobbies qui aura convaincu le parlementaire sera naturellement amené à lui écrire un amendement, parce que c'est souvent le parlementaire qui est à l'origine de la demande, qu'on lui écrive un argument. On sait que ça a causé justement la colère de votre collègue député des Deux-Sèvres, Delphine Batho. Je vous propose de l'écouter, c'était pendant la loi justement alimentation. Dans mon travail de députée, comme dans les fonctions gouvernementales, je pensais avoir tout vu, ou presque,
des agissements des lobbies. Je n'imaginais pas que dans une nouvelle étape ultime de leur influence sur la décision publique, ils auraient désormais accès aux informations de la base de données des amendements déposés par les députés avant même que ceux-ci ne soient traités par les services de l'Assemblée nationale. Comment l'UIPP peut-elle avoir connaissance d'un amendement interdisant le glyphosate dès le stade où une députée le rédige et le dépose? C'est désormais la crédibilité même du Parlement qui est en cause. Je m'adresse à chacun de vous en espérant un sursaut de la démocratie pour que ces méthodes soient unanimement dénoncées, refusées, sanctionnées. Rémi Féraud, ça serait possible au Sénat, ce qui vient de se passer? On voit qu'elle cible clairement l'Union des industries pétrolières dans la rédaction de ces amendements contre justement l'interdiction du glyphosate. Je ne sais pas, j'espère que non, et je ne crois pas qu'il y ait d'exemples de sénateurs qui aient eu à se plaindre de cela. On est dans un cas très particulier. En tout cas, je pense que le mot de traçabilité qui a été employé tout à l'heure est vraiment très important pour qu'on sache justement d'où viennent les arguments qui sont aussi utilisés par les parlementaires. Vous seriez prêt, par exemple, vous, sur vos amendements, à écrire qu'ils ont été soutenus, ces amendements, par telle ou telle ONG, par exemple, de défense de l'environnement? Ça peut être tout à fait. Sur ces questions-là, sur ces enjeux de transparence, nous sommes en train de progresser. Parce qu'il ne s'agit pas que les parlementaires ne soutiennent plus rien. Mais il faut aussi, d'ailleurs, quand ils sont éclairés par un lobby, qu'ils puissent être éclairés aussi par un autre qui ne se situe pas forcément sur le même... Et pour ça, il nous faut aussi du temps. Ça devrait compter d'ailleurs dans les discussions sur la réforme du Parlement. Si nous voulons pouvoir rencontrer les différents acteurs d'un dossier et pas seulement reprendre un amendement clé en main sans avoir eu vraiment la possibilité de nous pencher sur le sujet, il faut aussi qu'on réfléchisse à cela dans la réforme du travail parlementaire. Excusez-moi, mais par rapport au Sénat, moi je dépose des amendements et souvent des amendements personnels, quelquefois des amendements qu'on m'a envoyés, mais sur lesquels je suis convaincu. Je les dépose directement en ligne. Ils sont en ligne. À partir du moment où ils sont en ligne, ils sont consultables par tout le monde. Donc je ne sais pas comment ça se passe à l'Assemblée nationale, mais moi, du jour où je l'ai déposé, dans le quart d'heure, 20 minutes, tout le monde peut connaître qui va sur le site. On comprend aussi le rôle des attachés parlementaires, des collaborateurs qui peuvent être approchés. Enfin, moi, je dépose moi-même mes amendements ou mes collaborateurs peuvent les déposer, mais il n'y a pas de problème de délai de dire qu'on dépose un amendement. Moi, j'ai déposé plein d'amendements contre Canal+, qui effectivement, Canal+ réagissait le lendemain immédiatement, mais j'ai jamais dit que qui que ce soit avait été les signalés. Ils font bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont une veille législative et ils regardent ce qui se passe. Quant à la traçabilité, moi j'ai cru un moment que pendant la réforme, on allait pouvoir dire cet amendement, il provient des assureurs, il provient de ci ou de ça. Moi ça ne me choquerait pas. Comme je l'ai dit, on n'est absolument pas compétent sur tous les secteurs et comme vous l'avez bien dit, c'est la solution, quand on veut modifier une loi, plus de transparence, de signaler quand les amendements sont rédigés clé en main pour éviter justement que les lobbies aient toujours le mauvais rôle. C'est ce que vous nous disiez au début de cette émission. Mais encore une fois, les lobbies n'ont pas de pouvoir, c'est les élus qui ont du pouvoir. Enfin, je veux dire, la démocratie fait que ce sont les élus qui sont mandatés par le peuple pour choisir. Choisir, enfin pour gouverner. Gouverner, c'est choisir. Donc c'est prendre entre les différentes options qui se présentent, d'en préférer certaines par rapport à d'autres. Et si les électeurs ne sont pas contents, aux élections suivantes, ils changent de décideur. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Il ne faut pas croire que derrière, les lobbies ont un pouvoir. Les lobbies sont aujourd'hui plus visibles qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, mais ils ne sont pas plus puissants. Ils sont simplement aujourd'hui organisés pour apporter de l'information aux décideurs. Ensuite, s'il faut que sur cette question des amendements, qu'on en vienne effectivement à les tracer. Moi, simplement, pour un exemple d'amendements identiques déposés à la virgule près, etc., combien de milliers d'amendements ne le sont pas? La plupart des amendements que je fais parvenir à des parlementaires sont tous retravaillés. Il y a des compromis qui sont faits avec d'autres choses, il y a d'autres idées qui viennent. Comment est-ce qu'on fait pour tracer cela? Enfin, je veux dire, c'est comme des arguments. Enfin, je veux dire, on discute et puis on s'enrichit des discussions les uns des autres. Et puis ensuite, les choses se cristallisent. Les lobbies n'ont pas de pouvoir, nous dit Aristide de Lyon. Heureusement. De la poule et de l'œuf. Je veux dire, il y a une captation, dans certains cas, de la démocratie, une captation de la décision publique, soit de la décision parlementaire, législative, soit même de la décision réglementaire. Moi, j'entendais sur France Inter samedi dernier un lobbyiste qui disait « J'assume que je suis un mercenaire ».
avec honnêteté ou cynisme, je suis un mercenaire. Et il disait, j'ai fait basculer un vote. Certes, il y avait 500 000 personnes qui avaient signé une pétition, mais moi, j'ai fait basculer le vote. Ça, c'est pas la vraie démocratie. Qui nous représente? Sommes-nous vraiment représentés quand ces amendements très contestés sur les glyphosates sont examiné à 2 heures du matin. Non, mais si c'était un cavalier, ça aurait été dit comme ça. Le problème, ce n'était pas celui du cavalier. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas de cet amendement dans le texte. C'est un autre sujet. Je pense que si on n'en voulait pas, c'est que de puissants arguments s'étaient fait connaître avant. Moi, quand j'entends... Enfin, je suis désolé, je suis globalement d'accord avec beaucoup des propositions que fait Anticor. Je trouve que le combat que vous menez est tout à fait juste. Mais quand j'entends dire ça, ou quand j'entends par exemple Yannick Jadot qui traite Stéphane Travert de prince des lobbies tout simplement parce qu'il ne comprend pas la décision sur le glyphosate. Encore une fois, moi je ne travaille pas sur le dossier, j'en ai aucune idée, mais simplement j'ai l'impression qu'il y a quand même des enjeux qui sont sociaux, économiques, environnementaux, d'emploi, agricoles, qui sont complexes et européens. Et sur lesquels on ne peut pas... c'est facile, si vous voulez, d'attaquer les lobbies, de les pointer du doigt comme s'ils étaient les coupables de tout, alors que simplement, il y a des dossiers qui sont plus complexes. Moi je crois qu'on traite de lobby, de lobbying, des décisions qu'on ne comprend pas ou pour lesquelles on a des arguments qui sont pas au niveau. Sur ce cas précis, même Nicolas Hulot s'était dit menaçant. On votait contre leur propre amendement sur le sujet. Là, je me pose quand même aussi des questions. Vous parlez des lobbies, mais moi je dis c'est la responsabilité. Nous sommes les parlementaires quand même. On dépose un amendement. Personne ne nous force à déposer un amendement. Je n'ai jamais déposé un amendement parce que je ne le sentais pas et je ne voterai pas un amendement que je ne sens pas. Donc quand vous dites qu'il y a des députés qui ont déposé quelque chose et qui ont voté contraire, c'est sur ces députés qu'il faut s'interroger, pas sur le lobby, parce que le rôle du député c'est quand même ou du parlementaire, c'est quand même d'avoir des convictions et de défendre ses convictions. Moi, on ne me fera jamais voter sur un amendement que j'ai déposé, on ne me fera pas voter contre, ou alors il faudra qu'on m'ait expliqué en quoi, et ça arrive dans la rédaction, je vais aboutir à l'inverse de ce que je voulais, et ça arrive aussi parce que le processus législatif, il est un petit peu différent. Vous vous sentez totalement libre, indépendant dans vos votes? Oui, dans le cadre d'un groupe politique auquel on appartient librement. Mais je pense que cette affaire du glyphosate renvoie à ce que je disais au début. Si des députés En Marche ont voté contre un amendement qu'ils avaient eux-mêmes déposé, c'est qu'ils ont eu des pressions fortes du gouvernement. Donc c'est bien à ce niveau-là d'ailleurs que le lobbying existe aussi de manière très forte et qu'il faut renforcer la transparence, la traçabilité, puis une forme de responsabilité politique. Il y a d'ailleurs aujourd'hui... Mais pourquoi on n'y arrive pas, Rémi Féraud, puisqu'on parlait des lois Sapin 2, il y a eu aussi la loi pour la moralisation de la vie publique qui a été votée. Il y a des choses qui se font et on a l'impression qu'on en est toujours à ce débat sur la question de l'accès. Il y a aussi la loi sur le secret des affaires qui n'est pas encore adoptée définitivement par le Parlement, mais qui va dans un sens très inquiétant, un sens inverse d'ailleurs, qui doit d'ailleurs inquiéter les citoyens. Parce que nous sommes, je pense, soumis à des mouvements un peu contraires, des influences qui sont contraires, et que nous sommes face à un pouvoir aujourd'hui qui est particulièrement sensible à l'influence d'un certain nombre de lobbies économiques et industriels, à l'évidence. On parlait du glyphosate, et il y a aussi cet exemple pour l'accessibilité des bâtiments, Éric Alt, pour les personnes handicapées. Et quand on nous dit nous sommes liés par l'Europe, effectivement, pour cette directive secret des affaires, vous pouvez dire on est liés par l'Europe. Mais en réalité, d'abord, l'Europe est encore beaucoup plus que la France le territoire des lobbies. Et ensuite, quand on transpose une directive, on a une certaine marge de manœuvre. On n'est pas tenu d'une transposition servile. Et c'est pourtant le choix qui a été fait, alors que 500 000 signatures sur le web, toutes les sociétés de journalistes, les associations anticorruption et bien d'autres avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais là, rien. Quasiment rien. L'opposition traditionnelle. Oui. Vous parlez de l'Europe, Aristide Luneau, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a ce travail des groupes de pression, des lobbies au niveau de la Commission. C'est beaucoup plus encadré. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer qui se font au niveau de Bruxelles et pas en France? Alors, c'est effectivement beaucoup plus encadré, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus normalisé. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, la Commission comme le Parlement travaillent main dans la main avec les représentants d'intérêts, avec les différentes organisations professionnelles, et c'est un travail qui est de co-construction législative qui se fait depuis des décennies. Donc là-bas, c'est totalement normalisé d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'ils ont été, en termes de réglementation sur le lobbying, très en avance sur ce qu'a pu faire la France avec la loi Sapin 2, à tel point que, et c'est un point peut-être sur lequel il pourrait y avoir une amélioration un jour de la loi Sapin 2, c'est la question de la réciprocité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est obligatoire pour les lobbies de s'inscrire sur un registre, mais il n'est pas du tout. Mais les élus ne sont pas tenus de ne recevoir uniquement ceux qui sont inscrits sur ce registre. Donc la responsabilité, là aussi, ne porte que d'un côté et pas de l'autre. Peut-être que là-dessus, la France pourrait s'inspirer de l'exemple bruxellois. Catherine Procaccia, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on peut renforcer, est-ce qu'il faut renforcer davantage justement les contrôles? Est-ce qu'on le peut réellement? Moi, je ne sens pas du tout le lobbying, comme vous le dites. Ça fait 12 ans que je suis parlementaire. Je reçois qui j'ai envie de recevoir. Quand je suis rapporteur d'un texte, c'est quand même... le rôle le plus important, c'est pas celui du parlementaire lambda, mais du rapporteur. On reçoit tout le monde, on a des auditions tout le monde, et à partir de là, en fonction du pour et du contre, malgré les exemples récents, qui font peut-être un peu on se fait une opinion et on défend ce texte. Et en tant que parlementaire, en tout cas moi, le poids des lobbies, je ne l'ai jamais vraiment senti. Ceux qui font trop lobby et sur les sujets sur lesquels je m'implique pas, je les reçois pas. Et quand j'en reçois un, j'essaie de recevoir un lobby de sens inverse et de me faire une idée. Donc moi, je trouve que c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Le minimum pour renouer la confiance publique, le minimum, c'est la traçabilité. Et les amendements sont sur la table en ce domaine. Eh bien, merci à vous. Merci Ricald, merci Rémi Féraud, merci Aristide Luneau, merci à Catherine Procaccia. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateurs à domicile. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Jomier. L'élu parisien tire la sonnette d'alarme sur l'encombrement des urgences de la capitale. Il propose d'ailleurs des solutions pour mieux accueillir les patients. C'est un reportage de Cécile Sixou. Ce jour-là, la salle d'attente des urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré n'est pas submergée. Mais ici, lors des pics en hiver, il arrive que l'accueil soit saturé. On est le plus gros service d'urgence de France parce qu'on a 91 500 passages et avec des pics l'hiver à presque 400 patients. En moyenne, les urgences pédiatriques accueillent 250 enfants par jour, dont la moitié pourrait être vue en médecine de ville. On se rend compte que les urgences ne peuvent pas absorber de plus en plus de passages, ce qui est en train de se passer actuellement. Et surtout, les prises en charge des patients non urgents, ce n'est pas notre spécialité. Nous, on est spécialistes, entre guillemets, des patients qui sont plus graves. À Robert Debré, les temps d'attente peuvent aller jusqu'à 4 heures. Pour le sénateur Bernard Jomier, si on en est arrivé là, c'est à cause de l'abandon des dispositifs de garde en ville. Le soir, quand les cabinets médicaux ferment, ou le week-end, les patients se retrouvent désemparés. D'où l'importance de mettre en place et de soutenir la mise en place de nouvelles réponses coordonnées de soins de proximité en ville. Le sénateur, médecin de formation, a soutenu il y a 15 ans la création, à quelques pas de l'hôpital, d'une maison médicale de garde dans le 19e arrondissement de Paris. Un certain nombre de parents, quand ils vont à Robert Debré et qu'ils voient que la durée d'attente peut être de plusieurs heures, notamment l'hiver, eh bien ils partent à la maison médicale de garde, c'est très simple. Nichée dans un hôpital, elle accueille les patients tous les soirs entre 20h et 23h, mais aussi le week-end entre 9 et 20h. Il y a eu à peu près 100 personnes par week-end. Une centaine de personnes par week-end. Ici, la maison médicale de garde, c'était une des premières qui s'est créée dans Paris. Ça a été une volonté de médecins qui ont porté le projet. Ça a été long et puis ça a été compliqué. Au début, c'était pas connu, il y avait personne. Et là, maintenant, on en est... Voilà, on est une des maisons médicales de garde, ou la maison médicale de garde qui a le plus de consultations de Paris. Au total, en 2017, 34 médecins volontaires ont assuré 7000 consultations. Cette maison médicale de garde, elle montre bien qu'on peut organiser une permanence des soins le week-end, le soir de 20h à 23h, qui permet aux patients qui ont un problème urgent, qui ne peut pas attendre, et en même temps qui n'est pas d'un niveau de gravité qui nécessite l'hôpital, de trouver une réponse. Aujourd'hui, il existe 5 maisons médicales de ce type à Paris. D'autres réponses se cachent sous les façades de cabinets médicaux traditionnels, comme ici, dans le 18e arrondissement, où ce centre de santé de jour se transforme le soir et le week-end en centre médical de garde. Ces actes de permanence, c'est vous qui les faites seulement ou il y a d'autres médecins qui viennent? Il y a des médecins de tout le 18e qui peuvent venir. D'accord. Donc vous êtes ouvert aux médecins du quartier en fait, et le lieu est partagé entre les différents médecins. Il faut clairement avoir une politique coordonnée et cohérente de soutien à toutes ces initiatives sur la permanence des soins. À la fois de développement coordonné de la permanence des soins en ville avec différentes formules,
et en même temps une campagne de communication, d'information, d'éducation au recours aux urgences. Une campagne de communication pour mieux faire connaître ces lieux, mais aussi d'information, car consulter dans ce type de cabinet coûte moins cher aux patients que d'aller aux urgences. Bernard Jomier nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On voit aujourd'hui ce problème dans l'organisation territoriale de l'offre de soins. Il y a ces maisons médicales de garde. Quelle serait, selon vous, l'organisation idéale, si elle existe, pour éviter l'encombrement des urgences tel qu'on le connaît à Paris ? Alors, l'organisation idéale, elle dépend de chaque territoire. Mais ce qui est certain, c'est que le système actuel où on a laissé partir en quenouille, ce qu'on appelle la permanence des soins en ambulatoire, c'est-à-dire les réponses en ville, fait que les urgences hospitalières absorbent toute la demande de soins non programmés, de soins urgents. Et on voit là, à travers ces exemples, que, il y a des professionnels de santé qui sont mobilisés pour répondre aux soins urgents. On voit une maison médicale où il y a plus de 30 médecins sur un arrondissement parisien, une autre où ils sont aussi 35, et donc ils rendent un service. Et le problème, c'est que personne ne connaît leur existence. Si vous demandez à un Parisien s'il connaît les maisons médicales de garde, vous avez toute chance qu'ils vous disent non. Donc il n'y a pas de communication sur leur existence, il y a un soutien qui est faible. D'ailleurs, à leur existence, ils ont des besoins d'investissement, il faudrait les aider un peu plus. Et puis, il faut qu'il y ait une politique nationale, j'allais dire, d'harmonisation. C'est-à-dire qu'un Français qui veut aller dans une maison médicale de garde, il faut qu'il sache qu'elle existe et il faut qu'il sache ce qu'il va y trouver. Après, il est clair que sur certains territoires où il y a quasiment plus de médecins, la situation, elle est autre. Ouais. Mais si on revient au cas de Paris, comment on fait pour accentuer la communication justement auprès des patients pour qu'ils aient connaissance de ces structures ? Je crois qu'il faut une politique nationale. La ministre s'est vue remettre encore un rapport récemment par notre collègue député Thomas Mesnier. Maintenant, c'est l'heure des décisions. On a besoin d'une politique nationale de soutien à ces structures de permanence des soins en ville. Elles ont besoin d'un peu de financement, mais ça coûtera de toute façon beaucoup moins cher que d'orienter tout le monde sur l'hôpital et sur les urgences, où c'est beaucoup plus coûteux. C'est une meilleure qualité de soins parce que quand son enfant est malade, on n'a pas envie d'attendre 4 ou 6 heures aux urgences de l'hôpital. Ça encombre les urgences à la maison médicale de garde. On va attendre beaucoup moins de temps. Mais il faut aussi communiquer. Donc il faut une campagne de communication nationale après avoir mis en place des réseaux de ces structures sur l'ensemble du territoire. D'autant qu'on sait que les urgences ont déjà été sous tension cet hiver et qu'il faut s'attendre à un été compliqué avec un manque persistant de médecins, du personnel en grève. Est-ce que là, il y a une prise de conscience des autorités sur ce sujet ? Je l'espère. J'espère qu'il y a une prise de conscience parce que sinon, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on en arrive à prendre des décisions ? On manque d'urgentistes, mais si les urgentistes étaient mieux utilisés, on n'en manquerait pas autant. Vous voyez bien, avec cet exemple, la maison médicale de garde du 19e, c'est 7000 passages par an. Une urgence hospitalière de niveau moyen, ça va être 30 000 passages par an. Donc vous voyez que si, sur un territoire comme Paris, il y avait une quinzaine de structures de ce type qui fonctionnaient, ça équivaudrait à plusieurs services d'urgence. Je rappelle qu'on évalue à 40% le nombre de personnes qui font appel aux urgences et qui n'ont pas besoin d'un service d'urgence. Donc vous voyez qu'il y a une marge très importante pour faire fonctionner ce type de structure, les faire connaître et désengorger comme ça les urgences et soulager les personnels hospitaliers qui sont en grande tension. Justement, sur cette question du personnel, on voit aujourd'hui cette souffrance, ce manque de moyens. Vous avez déjà alerté plusieurs fois à la ministre de la Santé sur les conditions de travail. Est-ce que la réponse du gouvernement est la bonne ? Mais pour le moment, la réponse du gouvernement, on l'attend toujours. C'est-à-dire, on a alerté la ministre de la Santé, elle-même a saisi, donc a demandé un rapport. Le rapport lui a été remis. Plus que jamais, il est temps de passer aux actes. Sur cette question du désengorgement des urgences, les actes, c'est de mettre en place des solutions alternatives en amont et de le faire savoir. Je vous entendre, Bernard Jomier, aussi sur la question des incivilités à l'hôpital, puisqu'on sait que Martin Hirsch prévoit la mise en place de caméras. Ça, c'est une décision un peu contestée. Quelle est votre position par rapport à cet objectif annoncé ? Il y a un problème de société. Il y a un problème de société qu'on ne voit pas qu'aux urgences des hôpitaux, qu'on voit aussi dans certains quartiers où les pompiers et les secours sont caillassés et sont agressés. Il est totalement inacceptable que des personnels hospitaliers, des personnels médicaux qui sont là pour aider les personnes qui se présentent à eux,
soient agressés et c'est devenu quotidien dans certains établissements hospitaliers. Il y a un ensemble d'actions à prendre. D'abord de désengorger parce que la tension survient aussi quand vous devez attendre 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous vous énervez, vous êtes inquiet pour votre propre santé, ça n'excuse rien du tout, mais ça crée une situation de tension. Est-ce que ça justifie l'emploi, l'utilisation de caméras supplémentaires, Bernard Jomier ? Quant aux caméras supplémentaires que Martin Hirsch veut installer, je pense que ça doit se faire avec parcimonie. Ça ne peut pas être la principale solution. Pour des raisons de coût, l'investissement dans les caméras est un investissement qui n'ira pas dans les personnels et dans les solutions, mais ça démontre surtout l'absence de perspective quand on mise sur le tout urgence. On les sature, on crée des zones de tension, donc il faut prendre des mesures qui désengorgent les urgences, c'est là la vraie réponse. Eh bien, merci à vous Bernard Jomier d'être venu sur ce plateau, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, à suivre l'épreuve de vérité. Invité ce soir, c'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste ici au Sénat. Très bonne suite des programmes à vous et à demain.